Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Aurélie Marchi. Avec Aurélie, nous avons en commun d'avoir fait le même programme chez Switch Collective il y a quelques années et aussi un goût certain pour l'écriture. Si j'ai eu envie de l'interviewer aujourd'hui, c'est parce que son geste de se raser la tête et d'écrire sur cet acte est pour moi à la fois fou et passionnant. Et aussi une manière rafraîchissante d'analyser les injonctions que les femmes se tapent à longueur de journée, même quand ça concerne leurs cheveux. Je vous laisse écouter la suite. Bonjour Aurélie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut Anne-Laure, écoute, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je te remercie de m'accueillir et de m'avoir invitée. Je suis trop Alors contente donc je aussi. m'appelle pardon? Non, je dis je suis trop contente aussi, vas-y, continue. Écoute, donc je m'appelle Aurélie Marquis, j'ai 34 ans et aujourd'hui je me définis, comme une entrepreneuse, parce que j'ai créé ma marque de conseil qui s'appelle La Survoltée pour développer la créativité et la prise d'initiative, que l'on soit entrepreneur ou, collaborateur ou collaboratrice au sein d'une entreprise. Et je suis également artiste plus que dans l'âme et je le dis parce que, ce sont des choses qui sont révélées au fur et à mesure donc de l'écriture, donc artiste dans les actes et à mes heures gagnées et non perdues. Et donc je suis également, autrice, puisque, j'ai sorti donc, mon premier livre, le 11 mai dernier qui s'appelle «La Vénus se rebelle». Oui, alors effectivement, moi, c'est comme ça que je t'ai connue principalement, même si on s'était déjà parlé au téléphone. C'est en Ouais, fait, quand toi et moi, on a fait un peu le même genre de bilan de compétences avec Switch Collective, c'est comme ça qu'on s'est connus et un tout à jour, fait. donc tu as fait ce post en disant que, ton premier livre, allait être publié et que celui-ci allait s'appeler, La Vénus se rebelle et en fait, dans ce livre que j'ai en partie lu et que je recommande, tu expliques en fait qu'un jour, tu as décidé de te raser la tête et j'aimerais que tu nous expliques, que tu nous pitches un peu ton livre, en quelques minutes, s'il te plaît. Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien oui, en fait, j'ai fait quelque chose qui, complètement un petit peu fou parce que ça venait, un jour je me suis réveillée comme ça et puis j'ai eu envie de me raser la tête. Je j'arrive pas à expliquer pourquoi, ni comment, ni d'où ça vient mais vraiment un jour, je me suis dit: «Tiens, si je le faisais?» Et ça m'a pris du temps avant de me décider parce que, même si c'est un acte tout à fait personnel, c'est un acte, esthétique très visuel et qui forcément allait, je pense, soulever, quelques regards. Oui, Donc même tu savais en le voilà, en le faisant que j'anticipais voilà, j'anticipais et même si c'est un acte tout à fait personnel, j'anticipais qu'il allait se passer quelques commentaires. Donc ça m'a pris du temps donc je me suis posé moi-même quelques questions avant de me lancer et puis après, un processus de décision, je dis: «Et puis mince, j'ai envie de le faire, alors pourquoi me poser autant de questions et pourquoi ne pas y aller et me faire confiance?» Et je raconte en fait, à travers cet acte qui a été très libératoire pour moi, la découverte, de mon corps et d'une nouvelle vision de l'esthétique et d'une beauté, hem, mes aventures et mes mésaventures. Parce que justement, j'étais à 1000 lieues d'imaginer, même si j'anticipais des questions, tout ce qui allait m'arriver, du jour où je me suis rasé la tête. Et il m'en est arrivé des choses puisque c'est une coupe de cheveux que j'ai portée pendant 2 ans. Et de cet acte tout à fait personnel et individuel, j'ai tenté d'analyser en fait notre rapport aux cheveux et au corps des femmes, dans notre société et pourquoi il était, en fait plus question ici de liberté de choix et d'action par rapport à son corps, plus que d'esthétique et plus que, un acte personnel, mais quelque chose de bien plus grand qui me dépassait. Et c'est pour ça, qu'un jour, après un cheminement, et un bilan de compétences, pour me mettre le pied à l'étrier, je me suis dit qu'il y avait ici matière à écrire une histoire.
D'accord, et c'est aussi une chose que tu expliques dans ton livre que je trouve hyper intéressante, c'est que tu parles de tes parents et tu expliques Oui, dans le livre que pour eux, en tout cas dans ton éducation, les oui, filles devaient avoir les cheveux longs, mais vraiment assez longs quand même, enfin c'est ce que j'ai compris en oui, lisant le livre, et que, oui, dès qu'une fille se coupait les cheveux, c'était comme si c'est comme si elle était plus tellement une petite fille, ou comme si tout elle, à fait, elle respectait plus sa place. tout à fait. Et effectivement, d'ailleurs, pour les quelques retours, que j'ai pu avoir jusqu'à présent, à chaque fois, ce passage, en fait, soulève les questions et c'est en ça que je disais que c'était un acte personnel et qui m'a dépassée. C'est que, chaque épisode comme ça peut permettre de faire remonter des souvenirs, au lecteur ou à la lectrice, de se dire: «Bah, peut-être que chez moi, c'était exactement l'inverse». Mais en tout cas, il y avait il y a souvent des injonctions à: «Il faut avoir les cheveux comme ci ou comme ça». Et c'est rarement au contraire, enfin, j'ai rarement eu des retours de totale liberté dès la jeunesse. C'était soit Ouais. il faut faire comme ci, soit il faut faire comme ça. Et effectivement, chez moi, il fallait avoir les cheveux longs. Donc sans trop en dire sur, la suite de comment, j'ai vécu mes cheveux à partir du jour où j'ai pu les couper. Mais, je ne doute pas que ça a influencé évidemment, la suite de mon histoire et le fait de vouloir, explorer, avec, des coupes de cheveux, en fait. Et à partir du moment où tu as Celle-ci, décidé de te à partir du moment où tu as décidé de te raser la tête, tu y oui, avais jamais vraiment pensé avant? Enfin, je tout veux à dire, fait. En fait, ouais. exactement. C'est assez étrange ce qui m'est arrivé et c'est la magie de l'écriture. C'est que, j'ai commencé à écrire et j'y suis allée de façon très intuitive et très spontanée et c'est quelque chose ce chapitre-là m'est venu, dans les premiers chapitres. Alors c'est pas le premier du livre, tu le sais Ouais. et pourtant c'est vraiment un des chapitres les plus anciens que j'ai écrits, heu je l'avais pas du tout, verbalisé, pensé et à partir du moment où j'ai pris mon stylo, c'est quelque chose qui est ressorti et il y a énormément de choses qui me sont revenues, et d'ailleurs je ne partage pas tout. Mais du coup, je trouvais ça vraiment très intéressant de me dire: «Tiens, ça revient maintenant, pendant que j'écris sur ce sujet», et ça me paraissait fondamental de se dire que de toute façon, la façon dont on est dans son corps, est influencée à la fois par la société et par l'éducation. Donc Et donc tu disais pendant 2 ans, donc tu as eu les cheveux très, très courts, oui. et tu as eu l'impression que, en fait, au bout de 2 ans, tu en as eu marre et tu t'es dit: «J'ai envie que ça repousse». Alors, effectivement, mais là aussi, je ne veux pas, trop spoiler sur ce que j'ai dit, mais effectivement, un jour, j'ai pris cette autre décision de dire, bah, j'ai envie d'une autre coupe de cheveux, donc je laisse repousser, en effet, oui. Et c'est venu, ces 2 processus se sont produits un petit peu de façon simultanée. C'est un jour ça vient et puis un autre jour, c'est fini. Et pour toi, est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu te dises: «Je vais écrire là-dessus»? Parce qu'il s'est quand même écoulé un petit peu de temps entre le moment Oui. où tu t'es rasé la tête et le moment où tu as pris la plume en te disant: «Il faut que j'écrive là-dessus, c'est un sujet quand même assez dingue». Il s'est passé du temps en effet. Je pense que c'est effectivement le temps de la maturation. Déjà, il y a plusieurs points. Le 1er point, c'est la légitimité, Ouais. qui me paraît évident puisque, c'est mon premier livre. Je n'ai absolument pas, j'ai beaucoup progressé dans ma manière d'écrire, je trouve entre les premiers mots que j'ai pu les premiers jets et aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime bien remettre le nez dans mes premières pages, pour voir ma progression. Hem, mais j'ai aucune formation, enfin je j'ai pas fait d'études, de littéraires, j'ai fait une école de commerce, enfin j'estime n'avoir ne pas, j'avais pas de style, donc effectivement, en fait, je me suis dit qu'il y avait quelque chose parce que pendant tout ce temps, en fait, pendant 2 ans que ça s'est produit, je vivais les choses au jour le jour. Ouais. Mais, en fait, là aussi, ça s'est produit quand j'ai laissé repousser, c'est-à-dire que j'ai vu un réel avant-après et cet avant-après m'a vraiment, confortée dans l'idée qu'il y a eu, quelque chose de plus grand qui se jouait que ma propre, expérience personnelle. Tu veux dire Et un avant-après dans le regard des autres, ou même, toi dans ton cheminement? bah, les 2 je pense. Mais même dans le regard des autres, c'est-à-dire que, j'aurais pu, enfin quand on vit les situations sur le moment, on se dit,
voilà, c'est à chaud en fait. On vit les choses différemment. Et en fait, du jour où j'ai laissé repousser mes cheveux, vraiment, j'étais revenue dans le droit chemin. Les gens étaient soulagés. Oh là là, ouais. Et du coup, je me suis dit: «Non mais attendez, pendant 2 ans j'ai fait ça et maintenant vous êtes soulagés». Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et hem donc il y avait déjà cette question de la légitimité, le fait de laisser repousser aussi, qui m'a permis de me rendre compte, pardon, que, il y avait un avant-après, chose que je ne pouvais pas, percevoir jusqu'à que j'arrive à cette étape. Et puis, il y a la prise de courage en fait, avec le bilan de compétences. Et même avec le bilan de compétences, le fait de me dire: «Bon, j'ai pris quand même, un petit temps, plusieurs mois entre les premiers essais donc que j'ai gardés tout à fait de façon très personnelle». Au début, pour moi, je devais écrire un blog. Ouais. J'y suis allée par étapes. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, parce que j'écris sur des carnets, je travaille pas directement à l'ordinateur. Plus j'écrivais et plus je me disais: «Non, ça va pas être un blog ça je vais en faire un livre». Et ça m'a pris du temps. Et à partir du moment où je me suis convaincue que j'en ferais un livre, bah, j'ai foncé en fait, tête baissée. Il y a eu des pauses, ça a été long et en même temps pas si long que ça. C'est voilà, on est sur des temps très différents. Et puis j'y suis allée tout simplement. Et je me suis pas posé la question de savoir si j'avais un éditeur ou pas. Je me suis dit: «De toute façon là, il faut tu n'es pas connue, personne s'est quitté, tu n'as aucune relation dans le domaine, donc écris et après on verra». Et Et puis et raconte-nous l'histoire assez dingue, je crois que c'est quand tu es allée chez l'opticien? ouais, ouais, tout à fait, ouais, j'ai un super opticien, je suis une grosse myope. Et je suis une grosse bigleuse, donc je vais régulièrement chez mon lunetier, qui s'appelle Milan, donc rue de Charonne dans le 12e, que j'adore et D'accord. pour qui je fais de la pub parce qu'ils sont vraiment formidables. Et donc je discute avec une, de leurs collaboratrices, Margot, on fait un réglage et cetera. Et on parle de choses et d'autres quand on va chez son commerçant, avec qui on commence à se connaître depuis plusieurs années déjà. Et donc elle me raconte qu'elle écrit, son mémoire de fin d'études. Et je dis: «Moi, c'est rigolo, moi, je viens de terminer mon premier livre». Et donc je lui parle du sujet et elle me dit: «Mais c'est formidable, je suis» enfin, à chaque fois que je parle de ça à une femme, elle a quelque chose à me dire. Elle Ouais. aussi, elle a vécu elle aussi, alors soit, elle comprend, soit elle se dit: «Mais moi aussi, j'ai un rapport compliqué à mes cheveux, mais oh là là, mais c'est vrai» ou «Mais j'ai jamais osé les couper» ou au contraire: «Moi, j'en avais rien à faire et puis maintenant» enfin voilà, chacune, elle a une histoire et un vécu. Et du coup, quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit: «Mais ça a l'air ça a l'air super, je vais en parler à une amie qui travaille dans l'édition». Et alors par ailleurs, j'avais, envoyé à des maisons d'édition. Et il s'avère que, du coup, son amie, m'a m'a donné son adresse email, je lui ai envoyé mon manuscrit et puis ça s'est fait. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis publiée chez Le Duc et c'est comme ça que j'ai trouvé ma maison d'édition. Je disais: «Il faut toujours pouvoir pitcher dans n'importe quelle situation». C'est l'exemple, le plus fou qui m'est arrivé. C'est-à-dire, bah, dans une situation où on pense pas qu'on puisse, avoir l'occasion de pitcher, bah si, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une enfin voilà, c'est venu tout seul, on en a parlé et parce qu'à ce moment-là, je me sentais prête aussi. C'est un projet que j'ai gardé secret pendant 1 an parce que, Ah oui, il quand n'était même. pas terminé. Ouais, il n'était pas terminé et puis je me sentais pas de dire, «Je vais écrire un livre» pour finalement dire à toutes les pour que les gens me posent la question tous les 2 mois: «Alors, tu en es où?» Sachant que c'est très complexe en fait et quand tu n'écris pas ou, tu vois ça comme un projet, de travail où tu dis: «OK, elle a une deadline, elle s'est mis 6 mois pour écrire un bouquin». Moi, j'ai pas fonctionné comme ça et j'avais pas envie qu'on me dise tout le temps: «Alors tu en es où? Alors tu en es où?» Donc en fait, j'ai commencé à en parler quand 80 du boulot était fait et que je savais que j'allais terminer. Et là, je me sentais prête. Je me sentais prête à pitcher, je me sentais prête à dire ce qu'il y avait dedans. Et du coup, là où je m'y attendais pas, chez mon opticien, et ben du coup, j'ai pitché et ça a marché. Ouais, ça c'est une super jolie Ça sert histoire. d'être digueuse. Ouais. Et comment tu as réussi à t'affranchir un peu de ce syndrome de l'imposteur? Enfin, on en parle beaucoup en ce moment, mais est-ce que tu as fait relire, est-ce que tu t'es fait un peu accompagner ou tu as vraiment tout fait toute seule dans ton coin, pendant tout le temps d'écriture et après tu as assumé toute seule? Hem, j'ai un mari extraordinaire. Heu, Ah! je suis énormément il me soutient énormément
Et il a écrit beaucoup dans ses années, lycée, université. Il a fait des études littéraires Ouais. et j'avais peur que d'entrer en concurrence en quelque sorte avec lui et au contraire, ça nous a énormément rapprochés parce que, toute cette problématique du processus d'écriture, des questions sur, quand je lui disais: «Oh là là, j'ai réécrit une phrase 25 fois», mais il le comprenait tellement bien Ouais. et en fait, il m'a énormément soutenue et dès que j'avais des doutes, on revenait sur le processus même. C'est-à-dire, en fait, écrire, c'est écrire. C'est-à-dire vraiment, c'est se mettre à son bureau, un certain nombre d'heures et écrire et je me suis concentrée là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on garde tout, mais c'est vraiment, enfin je le constate, hein, il y a que comme ça que ça va et tant pis pour les hauts et les bas, c'est comme dans n'importe quel autre métier. Il y a des jours où on trouve qu'on fait des trucs superbes et il y a des jours où on trouve qu'on a fait vraiment n'importe quoi. Mais pour autant, chaque jour, je me disais, «C'est pas grave, demain», puis je me concentrais sur me dire: «Écoute, s'il y avait une phrase que tu trouvais déjà extraordinaire aujourd'hui, c'est énorme. Donc on peut pas être bon tous les jours». Donc, je me suis concentrée là-dessus. J'ai beaucoup de soutien de mon mari Ouais. et puis après vraiment il faut l'écrire en fait. Et Ça paraît bateau ce que je dis, mais et puis j'ai lu aussi, écrire et lire. J'ai lu sur la créativité, sur le fait de pas se censurer. J'ai écouté, tous les bons conseils, d'écriture, c'est-à-dire, j'ai pas fait d'atelier, j'ai jamais suivi un atelier d'écriture. d'accord. Heu, mais j'ai lu, 2 bouquins, fondateurs pour moi, en tout cas qui m'ont beaucoup aidée. Julia Cameron, Libérer sa créativité Ah oui, grand classique. et oui et ô combien précieux, enfin je le relis encore et encore et à chaque fois, ça prend une autre dimension pour moi. Et est-ce que tu arrives à faire tes pages du matin ou pas? Pas tout non, je Ouais. l'ai pas toujours, pas Alors je toujours. précise Mais je précise pour ceux qui nous écoutent, Julia Cameron dans son qui est, quand même l'ex-femme de Martin Scorsese, mais même si on va évidemment pas la réduire à son statut marital, n'est-ce son ex-statut pas? marital. J'espère, surtout une grande scénariste. Ouais. Elle a fait des films, elle enseigne la créativité aux États-Unis depuis plusieurs années. Oui, c'est la Heu, spécialiste de la créativité et dans voilà, son livre, elle explique, que c'est essentiel, pour, toute personne qui veut créer. Enfin, de toute façon, qu'en chaque oui, personne, il y a un créateur et une créateur, créatrice, ultra puissants et que le tout à fait fait, d'écrire des pages du matin, c'est-à-dire les pages qu'on doit écrire dans la mesure du possible quand on vient de se lever et écrire tout ce qui nous passe par la tête, même si ça a justement ni queue ni tête. C'est juste un peu comme c'est une manière de laver son cerveau tous les matins. Elle explique que c'est, hyper, ça c'est une apporte très bonne énormément idée, pour la productivité et la créativité de n'importe quelle personne. tout à fait. Mais je pense qu'en fait, j'applique, c'est-à-dire que je de moins en moins, en fait, quand je prends mon stylo, je me juge. Je le fais, c'est tout, je me pose pas de questions et du coup, je pense que, dans mon état d'esprit déjà, alors, je dis pas que j'arrive à m'en passer, mais je me censure plus du tout, je pense pas. Et qu'est-ce que tu as eu Heu, comme écho suite à la parution de ton livre des personnes qui l'ont lu, que ce soit tes proches ou des gens qui te connaissent pas du tout? c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé parce que, pendant, 2 ans du coup, j'étais en tunnel, sans savoir, ce quel allait être, les retours, hein. C'est pour ça aussi que Julia Cameron le redit, mais, c'est important de créer avant tout pour soi en fait et pas d'attendre une certaine, un certain comment dire? Validation extérieure? Voilà, une validation extérieure. Je l'ai fait d'abord parce que ça m'a plu et je l'ai fait c'est un acte complètement égoïste, je pense. Aussi, par ailleurs altruiste, mais je veux dire, je l'ai d'abord écrit pour moi et c'est vrai que, au bout de 2 ans, sans savoir quoi que ce soit, j'ai reçu, des SMS, pour ceux que je connais qui ont commencé à le lire ou j'ai reçu des avis donc de personnes totalement inconnues. C'est magnifique. Ouais. C'est bluffant, de lire, que, c'est à la fois drôle,
que c'est un témoignage, mais c'est absolument pas dans le pathos, que j'ai réussi à mettre une juste dose d'humour et que les gens qu'elles ont appris, qu'elles lisent mon expérience personnelle, mais c'est bien plus que ça et que j'ai réussi à en faire quelque chose de plus universel. J'avais pas verbalisé mon intention aussi fortement que ça quand, j'ai construit le livre et aujourd'hui je reçois des SMS, je me dis: «Waouh, je peine à réaliser» et c'est extrêmement, touchant et après autant de temps sans savoir en fait, Ouais. de recevoir aujourd'hui, ce type de message, c'est ouais, c'est très touchant. Qu'est-ce qui t'a le plus, marqué ou choqué, quand tu avais justement la tête rasée? Il y a tellement de choses. Ouais, 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 j'en ai fait un bouquin, j'ai mis 1 an à l'écrire, c'est dire s'il y avait des choses et encore je pas tout dit. Hem, oh là là, est-ce que je peux te dire un truc, j'aimerais te partager quelque chose d'hyper positif et Ah mais oui! un aspect voilà, parce que je veux justement, c'est ce que j'explique en fait, c'est un yin et un yang. Il y a à la fois eu des choses extraordinaires et à la fois des choses un peu plus dérangeantes. Hem, je dirais que, ce qui a été extraordinaire, c'est le côté, libératoire. C'est-à-dire que, j'ai découvert ce que ça faisait de pas du tout avoir de cheveux et moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que, la sensation de la douche, le fait de n j'avais à avoir à se demander de s'attacher les cheveux ou de se détacher les cheveux, faire du sport, courir, hem, mettre une écharpe sans se coincer les cheveux, sentir le vent sur sa tête, être prête, enfin sortir du lit et être prête en fait. Parce Ouais. que du coup, il y a pas de cheveux en bataille, il y a pas de j'ai trouvé ça, je me suis sentie très, très vivante en fait avec cette absence de cheveux. Hem et du coup, c'est assez extraordinaire. Enfin, je vraiment, c'est doux, Mais tu dois avoir l'impression de vraiment de découvrir ton visage d'une certaine façon. tout Enfin, à fait, voilà. ouais. Oui, oui, ça j'ai réappris à voir mon visage différemment parce que ça change les proportions, ça donne une perspective différente. Les cheveux, c'est un encadrement du visage, hein. Hem et le fait de ne plus en avoir, ça change le visage, ouais. Et du coup, j'ai réappris à voir mon visage différemment, à voir d'autres parties de mon visage différemment et donc le pendant de le revers de la médaille de ce côté-là, c'est que moi je trouvais ça extrêmement, libérateur, je me sentais actrice de mon geste, et en fait ce qui m'a vraiment étonnée, c'est, presque les moqueries ou le mépris, mais pas un mépris, méchant. Je pense que c'était vraiment la surprise qui a créé ça, de penser que, je ne pouvais faire ce geste que parce que j'étais folle ou que j'avais pété un câble. Ouais, ouais, je sais, tu l'expliques bien à un moment dans ton livre, quand Et ouais, tu croises une nana sur le quai du métro qui te dit quelque chose avec un air à la fois, plein de pitié et de condescendance, où ouais, en gros, elle te dit c'est comme si elle te disait: «Ah la pauvre», parce qu'en fait, c'est on a l'impression que de toute façon quand tu es une femme, quoi que tu fasses, en fait, les gens peuvent pas se dire: «Elle le fait parce qu'elle a envie de le faire» et puis c'est tout. Il y a forcément une raison, forcément un on a l'impression que ça peut forcément être un acte politique ou pas, ou de rébellion, ou tu es malade, ou il y a un truc qui va pas, en fait. exactement. Ça pouvait pas juste être une décision de ma part et une décision assumée, en fait. Et il fallait vraiment c'était, «Bon allez, tu as eu des poux, tu as perdu un pari», non, en fait, je l'ai décidé. Et et justement, en fait, de vivre ça, à chaque nouvelle personne que je pouvais rencontrer ou qui me connaissait pas avant et qui me connaissait telle que j'étais, bah, avec cette tête qui donc rasée, finissait par me poser la question. Parce que même s'il me prenait en tant que tel, à un jour donné, forcément ça finissait par arriver. Mais, tu t'es qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ça Et pouvait ça pouvait pas excuse-moi. être un état de fait. Ouais, ouais, je Ouais. t'en prie, je t'en Est-ce que le fait de te raser la tête, ça t'a rendue encore plus féministe? d'une certaine bah, bien sûr, je pense que c'est indéniable. C'est-à-dire que mais même pour moi, en fait.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte que moi-même, j'étais au piège, sans m'en rendre compte, de plein de situations. Ouais. Et que je me rends compte que grâce à ça, j'ai fait évoluer, ma manière de réfléchir sur beaucoup de choses. Et hem et ça peut paraître, qu'une question d'esthétique, mais ça veut dire bien plus sur, ce qu'on est en tant que femme, et qu'on est réduit justement en esthétique. Oui et qu'en plus, j'imagine, que quand tu te rases la tête, en plus, il y a quelque chose de tellement genré là-dedans. C'est-à-dire que les gens se disent tu as toujours ce vieux cliché de dire, «Ah bah, elle a les cheveux courts, elle est forcément lesbienne». Enfin, tu vois, tu as quand même ce truc inconscient qui fait que tu te coupes les cheveux très courts, Tout à fait, tu ressembles à un garçon, c'est parce que tu aimes pas les garçons? Ou enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là, quoi. c'est ça. Et c'est justement tout ce à quoi je me suis confrontée, de façon volontaire, mais sans savoir que ça allait être, comme ça. Et que je me suis dit que, il fallait absolument faire taire, ce genre de choses. Alors, au quotidien, je le faisais parce que justement, je démontrais, visuellement, avec mon petit bâton, tous les jours avec les personnes que je croisais que c'était voilà, qu'il y avait des stéréotypes, auxquels il fallait absolument tordre le cou. Et du coup, vraiment, je me suis dit: «Bah, avec tout ce que j'ai vécu pendant 2 ans au quotidien, je peux en faire quelque chose de pour dénoncer justement ces situations et de dire que, bah, non, en fait, on peut prendre des décisions sans qu'on soit réduite à la folie, à la maladie, et au contraire aussi, je me suis dit: «Mais toutes ces femmes qui justement, et ces hommes d'ailleurs, qui sont malades et qui ont, soit de l'alopécie ou soit qui subissent des chimios et qui justement, elles et eux n'ont pas choisi de subir cette perte de cheveux, mais comment doivent-ils vivre le regard des autres? Au-delà de leur maladie?» Mais alors que moi je le vis enfin, alors que j'allais bien Ouais. et que je l'ai décidé, c'était déjà dur. Donc comment on peut faire vivre, à d'autres personnes le fait que, de leur envoyer tous ces stéréotypes alors que, bah, c'est pas de leur faute en fait, hein, Oui, c'est pas c'est toujours choisi. exactement. Et je me suis dit: «Mais si moi, alors que je l'ai choisi, je l'ai vécu comme ça, comment peuvent le vivre les personnes qui» et j'ai découvert, via les réseaux qu'effectivement il y a énormément de mouvements pour dire, bah, en fait on c'est dur d'accepter. Et oui, Ouais. donc je me suis dit vraiment que, il y avait des choses à dire et il y en a encore plein sur tellement de sujets donc on y va par étapes. Ouais et Donc oui, au-delà du livre, j'ai quand même l'impression que, et d'ailleurs tu l'expliquais en introduction, bah, là tu as monté ton agence en créativité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? oui, alors, effectivement, après l'écriture du livre, heu, comme à chaque fin de projet, je trouve, je me suis retrouvée en bord d'une falaise, en me disant: «Et maintenant?» Comme si j'étais arrivée au bout du chemin et que le bout du chemin, ça se transformait en falaise et qu'il y avait le vide en dessous et donc là, la question, c'est: «Qu'est-ce que je fais?» Et en fait, j'ai suivi les très bons conseils de Julia Cameron, une fois de plus. Ouais, Et en fait, tout ça s'est mis en place tout seul. J'ai continué d'écrire. J'ai, lancé un projet collaboratif avec des femmes, ouais, sur l'écriture, justement pour dénoncer des diktats et des stéréotypes d'une autre manière. J'ai travaillé à moi-même d'autres projets créatifs et chemin faisant, en fait, la créativité a vraiment pris la place dans mon quotidien. Je me suis, abreuvée de littérature, je continue de créer et en fait, plus je faisais ça, plus je me dis: «Mais il y a vraiment un truc à faire, en fait». En France, on ne valorise pas la créativité et la prise d'initiative à sa juste valeur, pas encore. ouais, Et là, je me rends compte que, bah, c'est la compétence qui est de plus en plus recherchée sur LinkedIn, que ça me fait vibrer, en fait, et que j'ai envie de comme tu le disais aussi en introduction, quand tu expliquais qui était Julia Cameron, de dire que, oui, en fait, on est tous des créateurs et des créatifs, en puissance et pour le peu qu'on est capable, de faire abstraction de notre éducation, de faire abstraction de la performance versus la créativité. L'un n'empêche pas l'autre, mais à force de se mettre trop de pression, on finit par plus rien faire.
Et donc, du coup, j'ai développé une formation. Je suis en train de développer une formation. J'ai déjà testé 2 modules avec des femmes qui ont. C'était ouvert à tous, mais écoute, les femmes ont envie de créer. Tu veux Et dire que donc, tu l'as proposé en entreprise et il n'y a que oui, des femmes qui se sont inscrites, pour c'est ça? l'instant, qui se sont inscrites, tout à fait. Et donc, et que ça s'est très bien passé et qu'elles attendent avec impatience la suite des modules. Ah, mais c'est super, Donc, c'est hyper aujourd'hui, intéressant. c'est vraiment déjà de faire prendre conscience, de la capacité de créativité de chacun et chacune d'entre nous et ensuite de leur donner, des outils concrets, de leur faire prendre confiance et de leur donner des outils concrets pour, qu'ils et elles, fassent émerger leurs idées et les mettent en œuvre. Que ce D'accord. soit, de l'entrepreneuriat ou, dans une entreprise en intrapreneur ou tout simplement en collaborateur à qui on donnerait encore cette injonction formidable qui est: «Mais, tu veux pas être un peu plus créatif?» alors que ça fait, des années que, la construction même de l'entreprise, coupe la créativité. Ouais. Donc du coup, j'ai envie de libérer un peu tout ça. Et Aurélie, qu'est-ce qui te met en Oui. colère ou peut t'agacer? Oh là! Ah, ah, ah. Là, c'est les questions de la fin, c'est le petit Ah triptyque ouais, de la ouais, ouais, fin. plein de choses! Alors, l'intolérance. Ouais, je pense que l'intolérance, ouais, et l'injustice, ça m'agace. Il y a tellement d'exemples, mais ouais, c'est l'intolérance et l'injustice. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de fille? Où j'avoue, en plus quand j'ai relu mon petit mail de préparation, je me suis dit: «Il faudrait que j'y pense», mais ce n'est pas venu, je suis désolée. Si, Michelle Obama. Ah, 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 en toute simplicité. Écoute, il ne faut absolument pas, moi j'aimerais beaucoup avoir, Michelle Obama, dans ce genre de fille. OK, bah, si tu as son 06, tu me fais signe et puis je lui ferai un Avec plaisir. petit je lui enverrai un petit WhatsApp. Et quel genre de fille es-tu, Aurélie? Spontanée, éclectique, rigolote, heu et en même temps, exubérante mais simple à la fois, pas prise de tête et c'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. Merci Aurélie, j'étais ravie de te recevoir, au micro de Genre de fille et puis, je te dis à bientôt. Moi aussi Anne-Laure, merci beaucoup, c'était vraiment agréable de discuter avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de fille, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!